Ah, Katia. Ça va. Katia qui va Mes bons amis, l'heure est grave. Le Jeep n'a pas passé le contrôle technique. Alors vraiment rien de bien grave. Un amortisseur arrière qui bouge. Donc c'est très certainement le silent block à l'intérieur. Et bien sûr, encore et toujours la pollution. Alors c'est pas tant le niveau de pollution, c'est la dispersion des mesures. Il faut que ces trois mesures soient inférieures à 3 et que l'écart entre le minimum et le maximum soit inférieur à 0,5. Et là c'est pas le cas. Donc j'ai commandé des pièces et aujourd'hui on va s'attaquer à faire passer cette contre-visite. Déjà donc 2 amortisseurs arrière neufs. Ensuite je vais décondaner la vanne EGR. Et si vous vous souvenez bien, elle sointait en son milieu. C'est parce que donc j'avais perdu, oublié, je ne sais pas, un joint. J'ai également commandé celui sur le retour des gaz. Par contre j'ai pas trouvé celui qui allait sur le moteur, donc j'espère que celui-là sera en bon état. J'ai commandé un filtre à air neuf. Ensuite donc je voulais faire un petit décrassage de l'ensemble du moteur avec des produits qu'on met directement dans le gasoil. J'ai pris ces produits de la marque McLaren, j'ai vu quelques vidéos et lu quelques bonnes opinions sur les forums, donc on va voir ce que ça donne. Et pour terminer, une fois que ces produits auront fait leur œuvre, je me dis qu'il y a toujours un risque que ça décolle de la crasse dans tout le circuit carburant. Du coup, j'ai pris un nouveau filtre à gasoil à remplacer donc quand j'aurai terminé les 25 litres de carburant avec les additifs. On va aussi en profiter pour regarder le turbo qui siffle un petit peu et mon intercooleur est plein d'huile, donc quitte à être la tête dans le moteur, on va vérifier ça également. Et ben c'est parti. Je vais donc commencer par démonter la vanne EGR, lui refaire un petit coup de nettoyage et regarder pour ses joints. Bon, la vanne EGR est démontée, avec les petites plaques. Les 2 morceaux de la vanne sont démontés, et le joint en question, il va ici. Je sais vraiment pas comment j'ai fait pour le paumer. Bon, ça y est, la vanne EGR est remontée avec son petit joint. Enlever la plaque fera pas grand chose de toute manière. Là où on vient connecter le vide, il y a une espèce de membrane qui vient tirer là l'ouverture du retour des gaz, et cette membrane est déchirée. Du coup, la vanne EGR ne fonctionne plus. Putain, c'est fait par Mitsubishi. Un moteur italien dans une voiture américaine avec une vanne japonaise. Vive la mondialisation. Avant de la remettre en place, on va aller vérifier le turbo. Bon, je ne détecte aucun jeu. Je ne crois pas voir d'endommagement au niveau des ailettes. Et pourtant, ça siffle quand même beaucoup. Mais du coup, si c'est pas le turbo en lui-même, d'où ça peut venir? Bon, l'intercooleur, en tout cas, a de l'huile, ça c'est sûr. Mais bon, j'ai vraiment pas envie de le redémonter. On va nettoyer comme on peut. Alors en fait, je pense que je vais pouvoir démonter l'intercooleur. Ceux qui ont un pare-choc d'origine, peut-être pas, mais moi en fait, avec celui-là, je peux accéder aux 2 vis qui le maintiennent à l'avant. Et en tombant la calandre, on devrait pouvoir retirer la 3e, qui le maintient par le haut. On va essayer ça. Bon, il est bien sorti, mais il y a la barre stable qui fait chier. Après l'enlever c'est une chose, mais il va falloir le remettre. Bon, j'ai mis du dégraissant frein à l'intérieur pour enlever un petit peu toute la merde. Là je le laisse au soleil pour que ça s'évapore. Pendant ce temps, vu que j'ai aussi un peu de perte d'huile à l'arrière du bloc moteur, je pense que ça vient de ce fichu reniflard. Donc on va le démonter, le vider, le nettoyer, ce sera toujours ça de fait. Alors le décanteur d'origine, c'est exactement comme le récupérateur d'huile que j'ai monté dans la précédente vidéo, à ceci près que celui-ci, en fait, vient rejeter l'huile dans le moteur. Je pense que c'est ça qui pisse. C'est juste clipsé, donc ça passe partout et c'est dégueulasse. Je vais essayer de le remonter un peu mieux et trouver un moyen pour que ce soit un peu plus étanche. Et je viens de m'apercevoir qu'au niveau justement du décanteur, il y a un capteur qui est un peu fondu. Ça a dû être enlevé par le précédent propriétaire vu que c'est monté par un collier. Comme cette merde craint pas grand chose, je pense que je vais essayer de venir faire un joint d'étanchéité avec du silicone dans le fond de la gorge. Mon joint est fait, on va le laisser sécher un peu et le remettre en place. Bon allez, c'est propre, le joint est refait, j'ai rajouté un collier bien serré pour plaquer le plastique. On remonte. Le grille est percé, on va couper. Bon, le reniflard d'huile est remis en place. Allez, on s'attaque à remonter l'intercooleur. Là, on va rigoler.
bien. Voilà. Je vais me faire tuer par une pince. Voilà. Ah, il est en place. Bon, le filtre à air a un petit peu vécu. Ça devrait aller mieux avec un nouveau. Bon, ça y est, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire dans le moteur. Attends d'ailleurs, parce qu'il commence à pleuvoir. Heureusement que pour changer les amortisseurs, on est sous la voiture. Donc pour changer les amortisseurs sur un Jeep Cherokee, c'est vraiment très facile. Il y a deux vis là-haut qui retiennent l'espèce de fourchette qui passe dans l'amortisseur. Et en bas, il y a juste un écrou. Du coup, on va retirer tout ça. Et donc, on va changer les deux. Allez, on va espérer que c'est pas trop grippé. Et voilà. C'est serré là-haut. C'est serré en bas. Et là, ça bouge plus. Allez, le deuxième maintenant. Ah, ya. Voilà. Voilà, punaise. Ça y est, les deux sont sortis. Voilà. Voilà, les deux amortisseurs arrière sont changés. On pourra plus nous dire que l'amortisseur il bouge. Bon et bien voilà, le petit nettoyage du moteur est fait, les amortisseurs arrière sont changés. On va mettre les additifs dans le réservoir, on va aller mettre 20 litres de gasoil. On va rouler un petit peu pour décrasser tout ça et on se retrouvera à la contre-visite. Bon, maintenant qu'on a fini l'additif qu'on a mis dans le gasoil, ça a dû bien décoller et brasser de la mer dans le réservoir et les tuyauteries. Du coup on va changer le filtre. Alors normalement il y a deux connectiques dessous, un pour présence d'eau dans le gasoil, un pour le réchauffeur de gasoil. Et moi les câbles je sais pas où ils sont. Voilà. Et il est sorti. C'est pas très appétissant tout ça. Je pense que ce sera pas de trop. Voilà. Bon, le vase a l'air en bon état. On va juste le nettoyer un petit coup à l'intérieur et on va le monter sur le nouveau filtre. Donc avec le filtre était fourni un nouveau joint, celui qui va venir ici. Alors apparemment pas besoin de serrer beaucoup, hein, juste un serrage à la main ça suffit. Parce que le plastique du vase est assez fragile et si on serre trop on peut le casser. Je pense que ça suffira. Alors ceci est une espèce de pompe pour venir remplir le filtre. Mais il semblerait que ça prenne une bonne dizaine de minutes pour remplir le filtre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le remplir de gasoil, je vais le monter et ensuite on finira de le gaver avec la pompe à main. Voilà, je crois que c'est bon. Et le filtre, c'est comme le bocal, il n'y a pas besoin de serrer très fort, juste à la main, ça suffit. Maintenant, on va pomper pour finir de gaver. Donc là, en théorie, il faut reconnecter le capteur d'eau et le réchauffeur de gasoil. Alors moi, ils n'étaient pas connectés, donc en farfouillant par derrière, je les ai retrouvés. Donc je vais les brancher, essayer de comprendre pourquoi l'ancien propriétaire les avait débranchés. Et on sera bon pour le filtre à gasoil. Alors si comme moi auparavant vous dites que changer les filtres ça sert pas à grand chose, que ça peut attendre, voilà ce que j'ai sorti du filtre du Cherokee. Là on a du gasoil,
là on a de la merde quoi. Ah. Bon ça y est, le précieux sésame. La pollution n'est maintenant plus qu'en défaillance mineure. Il reste toujours une petite dispersion entre les valeurs. En revanche, par rapport aux anciennes, il n'y a pas photo. C'est un sacré soulagement. Voilà, c'est reparti pour 2 ans avec le Cherokee. Je vais donc faire un petit retour sur certains points qui ont été abordés dans cette vidéo. Premièrement, pour les amortisseurs arrière, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas compliqué de les changer. Le seul problème que vous pourrez rencontrer, c'est si c'est un petit peu grippé. Là, c'est un petit peu plus galère, surtout pour les 2 vis supérieures où c'est un petit peu difficile d'accès. Mais sinon, voilà, ça se fait très bien. Ensuite, concernant la vanne EGR, je pense que plaque ou pas plaque, la vanne était de toute manière un petit peu condamnée. La membrane de vide étant un petit peu déchirée, je pense que la vanne bougeait pas beaucoup. En revanche, depuis que j'ai retiré la plaque, mon turbo siffle plus. Alors est-ce que cette plaque perturbait le fonctionnement du turbo? Est-ce que c'est simplement un effet de résonance? J'en sais rien, quoi qu'il en soit, pour le moment, ça va rester comme ça. Concernant les 2 fiches sous le filtre à gasoil, j'ai bien retrouvé les 2 câbles, mais impossible de les brancher. Donc soit les fiches sont endommagées, soit le bocal a déjà été changé, les fiches sont légèrement différentes. Faudra le redémonter, voir ce qu'il en est exactement, mais ça sera pour un prochain démontage. Ma durite de reniflard maintenant. Vous vous souvenez, il y avait un trou à cet endroit-là que j'avais déjà réparé, et bien par la suite, à 2 reprises, j'ai trouvé cette durite complètement éventrée. Donc soit la durite était vraiment en fin de vie, soit mes bricolages n'ont pas suffi, soit il y a réellement trop de pression dans le cache-culbuteur. Ce qui nous amène donc au dernier point, les fameux produits Mecaron. Alors avant de vous donner mon avis sur ces produits, il faut que je vous explique un peu la scène. Le lendemain, après avoir mis les produits, je pars au travail. Les 2 premiers kilomètres, ça fumotait, rien d'inquiétant. En arrivant sur la voie rapide, ça commençait à fumer un petit peu plus. Là, je me dis, ouais, super, les produits fonctionnent. Et au plus je roulais, au plus ça fumait, une espèce de grosse fumée blanche. Je le voyais dans mon rétro, il y avait 200 mètres de fumée derrière la voiture. Alors quand je vois ça, je prends la première sortie, je m'arrête, je sors de la voiture, et là la fumée blanche, elle a commencé à envelopper toute la voiture. J'étais à 5 mètres, je voyais même plus la couleur de la carrosserie. J'aurais dû prendre une photo ou une vidéo, mais à ce moment-là j'étais tellement en stress, y a tout qui te passe par la tête, tu te dis ça y est, c'est le jour de culasse, ma bagnole est morte. Mais bon, fallait quand même aller au boulot, donc je remonte, je repars. Quand j'arrive en ville, une fumée mais énorme derrière moi, il y avait tout le monde qui me regardait. J'avais honte, mais j'avais honte. J'arrive sur le parking, je me gare, je coupe le moteur, je voyais encore la fumée 500 mètres au loin là qui se dissipait. Donc là toute la journée tu penses qu'à ça, tu te dis ça y est, le moteur est naze, tu passes une bonne journée de merde. Donc le soir je reprends la voiture, au début ça fumait encore un petit peu, toujours cette fumée blanche, mais petit à petit ça s'est estompé, et au bout de 5-10 minutes, il n'y avait plus rien. Donc un peu pour me rassurer, je me dis bon c'est les produits qui devaient faire effet, là ça y est, le décrassage il est terminé. Et en fait pas du tout, c'était que le début de mes emmerdes. La voiture a roulé pas trop mal pendant encore 200 km, le temps d'aller faire le contrôle technique et de passer la contre-visite. Puis après, petit à petit, je me suis rendu compte que la voiture perdait de la puissance, et c'est là que j'ai vu que les durites de reniflard étaient complètement éventrées. Du coup, j'ai acheté un compressiomètre pour vérifier la compression des cylindres, et là j'ai vu que c'était complètement aux fraises, il n'y avait aucune valeur pareille, il y en avait une à 17, il y en avait une à 27. Donc déculassage, et là j'ai vu qu'il y avait un souci au niveau soit des pistons, soit des segments, soit des chemises, et quand j'appuyais sur les pistons, ils bougeaient. J'ai mis de l'huile dans les chemises, au bout de quelques minutes ça passait complètement au travers. J'ai eu la mauvaise idée de refermer le moteur en l'état, mais là va bien falloir tout redémonter pour voir exactement ce qu'il en est. Donc en conclusion, j'insinue pas que les produits Mecaron ont bousillé mon moteur, je dis juste que c'est depuis que j'ai mis ces produits que tous mes problèmes sont arrivés. Alors peut-être que le produit a juste fait son travail, peut-être que j'avais des pièces qui étaient complètement calaminées, que le produit a enlevé la calamine et que c'est à cause de ça que je perds la compression. J'en sais rien, tout ce que je sais c'est que j'utiliserai plus jamais de produits Mecaron, ou aucun autre produit de ce type d'ailleurs. Ça n'est que mon avis, si vous en avez d'autres ou si vous avez une explication sur ce qui a pu se passer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà pour cette longue conclusion, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez et on vous dit à très bientôt. On démarre le Jeep? Non, avec ça. Oh! Quart de tour! Ouais!